Bonjour à tous. Arnaud et moi-même allons vous présenter le Data Lake d'Augury et surtout comment nous permettons l'accès à ce Data Lake et son architecture. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, je m'appelle Simon, je suis Data Engineer chez Augury depuis bientôt 1 an. Et ça fait 3 ans que je travaille dans le milieu de la data, qu'elle soit big ou small, et sur des serveurs OLTP, OLAP, SQL ou NoSQL. Et Arnaud qui est le tech lead de la squad Data Lake. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Ça fait 10 ans que je travaille en data, plutôt BI au début, un peu de conseil, de big data. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis chez Augury pour accompagner le développement du data warehouse et du data lake. Donc Augury, déjà la naissance. En 2014, il y a eu un petit constat sur le marketing. C'est que ça manquait un peu de visibilité, c'est-à-dire que si vous mettez des cookies ou des trackers sur une personne, dès que c'est plus vos cookies ou des partenaires, vous voyez plus rien. L'intégration elle est complexe, c'est-à-dire que vous avez peut-être un outil pour acheter de l'inventaire, pour diffuser des pubs. Vous avez peut-être un outil pour savoir quel est le vrai targeting que vous voulez avoir, un outil pour savoir ce qui se passe dans votre application. Donc ça fait beaucoup d'outils différents, c'est un peu rébarbatif. Et ensuite, il y a de la data toxique à tous les étages. La data toxique, c'est quoi? C'est de la data qui est plus ou moins consentie par les utilisateurs. Voilà. Donc Augury en 2014 et même maintenant en 2019, on est maintenant une scale-up qui fait du mobile journey marketing, donc c'est-à-dire qu'on va désiloter tout pour avoir au même endroit pour les marketeurs. On va apporter des outils qui vont donner des insights qui sont activables, quelle qu'en soit la personne, que ce soit un user, un publisher, donc une application dans laquelle on est intégré, ou une brand qui nous achète de la pub. Ça se fait au travers de pas mal d'outils intégrés dans notre plateforme. Donc le premier, c'est le Consent Manager, où une personne peut cliquer sur oui ou non pour savoir si elle veut accepter ou non la remontée data. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, il y a 2% des applications, on dirait, qui le font, et on va jusqu'à dépluguer même des gros publishers parce qu'ils ne sont pas GDPR compliant. Tout ça, ça nous fait une remontée de data de 300 millions d'utilisateurs après. On fait tourner tous ces signaux qu'on reçoit, on les met dans le data lake, donc c'est nous. On envoie ça dans une équipe data science pour rajouter des insights marketing là-dessus. Si on a une IP, ça ne sert à rien, il faut l'âge, le genre de la personne, savoir si elle veut acheter une voiture ou pas, ce genre de choses, et ensuite proposer une activation de ces personnes. Donc globalement, quelques petits KPI. On a 300 millions de personnes, on a 300 millions de users auxquels on est connecté. On est 340 maintenant, Augury. On fait 100 millions de chiffre d'affaires à la 5e année. On intègre 3 Tera de data par jour et on a un data lake de 700 Tera à peu près. Donc la squad data lake. Donc en total, nous avons 400 millions de SDK qui remontent de la donnée. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle SDK? C'est-à-dire un SDK qui est installé sur des applications Android, on va dire très majoritairement Android à l'heure actuelle chez Augury. Et donc, on a différents types de SDK et nous avons aussi différentes versions de SDK en fonction de la version d'Android du mobile. Et ensuite, nous avons des inventaires externes. Donc, les inventaires externes, ce sont des contrats ou des partenariats avec des entreprises avec lesquelles nous pouvons obtenir leurs data. Et enfin, des référentiels externes plus communs, c'est-à-dire des data qui peuvent être publiquement accessibles sur Internet. Et tout ça est intégré dans le data lake d'Augury. Et enfin, on a aussi beaucoup de clients en interne dans ce data lake, donc des back-end ingénieurs qui veulent pouvoir monitorer leurs produits, par exemple, et donc accéder à toutes les datas par lesquelles sont remontées, par exemple, les données du SDK. On a des data engineers qui vont effectivement, comme nous, accéder à ce data lake, mais aussi des data engineers qui vont travailler en partenariat avec des business analysts ou des data scientists. Les data scientists eux-mêmes vont accéder aussi à ce data lake pour pouvoir piocher les features qu'ils veulent avoir dans la data, et les business analysts, évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une assez grosse variété de données chez Augury, même si ça va rester surtout du semi-structuré et du structuré. Et ensuite, on a beaucoup de clients, donc il va falloir une architecture qui est capable de stocker toute cette donnée et de pouvoir aussi supporter toute cette activité au quotidien.
Donc notre vision, en fait, elle repose sur 3 points, donc d'où notre Triforce. Donc tout d'abord, l'architecture cloud. Donc l'architecture cloud, en fait, il va nous falloir une architecture qui puisse scaler en fonction de la data qui arrive dans notre data center, donc chez nous, chez AWS, et aussi une architecture qui puisse permettre à tous nos utilisateurs de pouvoir accéder à cette data simplement. Et nous, ça veut dire surtout pouvoir faire des requêtes SQL sur la data, puisque c'est un peu le langage commun à toutes les personnes qui vont requêter la data. Ensuite, il va falloir centraliser cette donnée. Ça, c'est très important pour éviter tout ce qui est effet data swamp, c'est-à-dire d'avoir des datas un peu partout dans le data lake, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et aussi, pour pouvoir rendre ces données performantes et rendre la data plus valide, c'est-à-dire qu'on va croiser toutes nos sources de données qui peuvent remonter des données similaires ou non, les croiser afin de s'assurer que notre donnée est valide, et ensuite la regrouper dans un schéma clair et précis afin que tout le monde puisse requêter facilement cette donnée sans avoir à chercher la data un peu partout dans le data lake. Et enfin, l'automatisation. On a beaucoup de sources de données qui sont relativement différentes. Et si on devait développer des ETL à chaque fois pour faire cette source de data, on va dire la cleaner, la transformer, etc., ça prendrait beaucoup de temps. Et en plus, on voudrait pouvoir uniformiser ces ETL afin que on n'ait pas des ETL qui soient des portions de code qui soient un peu tout le temps différentes pour les 50 ou les centaines de sources de données qu'on veut intégrer dans notre data lake. Voilà, donc 3 parties, la mise à disposition avec la présentation de l'architecture technique, la centralisation avec le schéma en étoile, où on va présenter un peu l'organisation des données, et l'automatisation de la création d'ETL. Donc l'architecture cloud. Voilà, donc focus sur comment accéder simplement à la data. C'est vraiment le but. On est toujours une équipe du début. Enfin, il y a 5 ans, on était une équipe de data. Maintenant, on est toujours une équipe pour le data lake. Sauf que tout autour, il y a des 40 personnes qui veulent de la data. Donc, il faut vraiment scaler. Et on va voir comment on fait pour scaler, pour rendre cette data en self-service, on va dire. Premier outil, donc Redshift. Redshift, c'est le data warehouse au centre de tout ça. C'est un fork de Postgre 8 ou 9, je ne sais plus exactement. Et donc, clusterisé, c'est-à-dire que vous avez plusieurs nodes, plusieurs corps pour distribuer vos data. L'avantage, c'est que c'est un compute facile pour tous, haute performance et scalable. Donc, il y a pas mal de choses là-dedans. Le compute facile, c'est-à-dire que vous êtes dans votre data warehouse, c'est vraiment l'espace maîtrisé par tout le monde. Vous pouvez demander à un business analyst ou un data scientist de taper dedans. Il n'y aura pas de souci. Vous demandez à un data scientist ou un business analyst de monter un cluster Spark pour aller taper dans le data lake. Ça va être un peu plus compliqué pour lui. Donc voilà, là on lui met le data warehouse, c'est en SQL, il comprend tout, c'est facile. Haute performance, en gros, toutes nos requêtes pour un data warehouse qui fait 40 Tera compressé, 25 Tera compressés, donc à peu près 100 Tera. En tout, toutes les requêtes tournent en 1 minute, 2 minutes max. Et scalable, c'est-à-dire que si vous grossissez, vous rajoutez des machines et il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de bottleneck. Il y aura peut-être des bottlenecks, mais vous pouvez adapter votre architecture pour qu'il n'y en ait plus, toujours avec Redshift. L'inconvénient, c'est que vous avez un investissement important au départ. Peut-être que c'était 40 000 € par an au début. Maintenant, au tarif catalogue, on est à 365 000 € par an, par exemple. Donc ça peut piquer. Ouais, ça peut piquer. Faut le savoir. La petite astuce, c'est la gestion des disk keys et des sorties. Donc ça, c'est la gestion des distribution keys. On va en reparler après, mais si vous voulez vous intéresser à quelque chose pour optimiser vos requêtes, c'est vraiment ça. Et l'externalisation des data sur Athena Spectrum. Donc on va aussi parler de ces outils-là. Nous, on va servir de Redshift comme environnement de compute, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir une EMR ou un ETL qui fait les changements avant de rentrer dans le data warehouse. On fait les changements dans le data warehouse, donc on est en ELT. Pourquoi? Pas forcément par choix, mais par utilisation. Tous les utilisateurs ont commencé à faire ça. Et en plus, on a un Redshift qui est énorme et qui est hyper rapide, donc prendre une EMR, ça serait peut-être une perte de performance. Ce qui fait que, comme on est orienté compute, il faut qu'on mette le storage à l'extérieur. Donc on va le faire avec Athena Spectrum. Le prix, voilà, je l'ai mis. L'effet waouh, c'est si on fait une jointure de 2 tables qui font 66 milliards de lignes et 2 milliards de lignes, ça tourne en 31 secondes. Voilà.
Voilà, donc ça c'est pour montrer on a un gros Redshift. Pour exemple, notre Redshift, donc il y a 11 machines Dense Compute 2 8x large. Bon, ça c'est le catalogue Amazon, donc il y a 350 cores, 2,7 Tera de RAM, 28 Tera de SSD. Pourquoi on a choisi Redshift et pas d'autres solutions? Par exemple, on voit beaucoup Snowflake ou même Hadoop, des Hadoop avec des EMR qu'on pourrait monter à la volée, à la demande. Parce qu'en fait, on en a toujours besoin. C'est-à-dire que la nuit, il y a des ETL qui tournent toute la nuit vraiment, et le jour, il y a des gens qui tapent dedans. Donc, il faut vraiment qu'ils soient tout le temps up. Et ensuite, au niveau performance et coût, par rapport à un Postgre, il n'y a pas photo, ça peut scaler, il y a plus de perf. Au jour le jour, notre panneau d'observation. En haut, on voit les grosses queries. En dessous, donc, on voit le disque. Pourquoi c'est important de monitorer le disque? Parce que si vous avez votre RAM qui est explosée, qui est surchargée, ça va swapper dans le disque. Et si ça atteint 100%, un peu trop, ça pète. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Globalement, il faut faire attention aux data scientists. Ils se disent, tiens, je vais croiser plein de data sur 3 ans. Et ben, ça pète. Et tout le monde se pose la question. Donc, ça, c'est vraiment le truc important, le disque. Parce qu'en fait, c'est révélateur de la RAM. Le CPU, on voit donc quand il y a 6 requêtes qui tournent en parallèle, des fois, il n'y a pas de souci. Des fois, quand il n'y en a qu'une seule, ou même quand il n'y en a pas, on voit le CPU qui va à 100%. Donc, le CPU, c'est surtout pour les entrées-sorties. Et même un ETL, un ETL tout seul peut arriver à 100% de disque. Donc voilà, ça, il faut le gérer avec les workload management, enfin les queues de travail en gros. Le query plan aussi, donc en gros, il faut savoir lire son query plan, regarder le nombre de rows qu'il y a, la complexité et surtout la distribution des nodes. Donc sur les disques keys, s'il y a une mauvaise clé de distribution, vous allez voir qu'il y a une redistribution des datas parce que dans attendez, le hash write join ds dist none, tant qu'il y a none, ça va. Dès qu'il n'y a plus none, ça veut dire qu'il y a une redistribution et que ça va piquer. Donc voilà, l'ETL, c'est Data Pipeline. Data Pipeline, c'est un outil merveilleux. Ça permet d'utiliser les outils Amazon et c'est tout. En fait, c'est limité. Nous, en tant que data engineer, on était contents avec ça. Donc on pouvait lancer du Python, du SQL avec les EC2, les EMR, on avait Hadoop et Spark. Le truc moins cool, c'est quand on a essayé de répandre ça dans l'entreprise, il y a eu un petit point de blocage. Un gros point de blocage, il y a des personnes qui ont perdu des cheveux, des semaines. Voilà. Donc on essaye de mettre, on va mettre Airflow en place. Donc notre petit conseil, c'est si vous devez choisir un ETL, peut-être pas Data Pipeline. Ensuite, pour les data engineers, ça va, c'est cool. Ça coûte pas cher, c'est facile à manipuler et ça permet vraiment, c'est une bonne intégration avec AWS. Petit exemple du quotidien, un petit ETL. Voilà, donc il y a pas mal d'actions, c'est pas toujours très lisible vu qu'on peut pas réarranger les carrés. C'est dommage pour un ETL, c'est une fonction c'est une fonctionnalité de base. Voilà, donc encore une fois, ça s'utilise. C'est pas très modulable si vous voulez juste relancer une petite partie, si vous voulez faire une boucle. Si vous voulez mettre des paramètres. Donc, c'est bien, mais il y a peut-être des outils mieux. Donc, Airflow, par exemple. C'est vraiment un retour d'expérience transparent. Glue, c'était la solution qui était proposée pour remplacer Data Pipeline un peu à un moment. Ça vous faisait du Spark à la volée, en serverless. Finalement, on ne l'a pas trop utilisé parce que les librairies Spark sont un peu limitées. Par contre, pour transformer vos fichiers JSON ou CSV en Parquet, ça peut être cool, c'est facile à faire. Par contre, il y a une super utilité, c'est le crawler, c'est-à-dire que vous lui dites va chercher ces datas-là, c'est un fichier JSON ou CSV, et en 2 clics, il vous donne le catalogue de data. Donc il vous dit ce JSON, c'est telle colonne, les colonnes c'est des int, des floats, des varchars, et voilà. Et ça, c'est vraiment 2 clics et ça coûte quelques centimes. Donc en 2 clics, vous commencez à avoir accès. Enfin, vous avez le catalogue des données qui sont à l'extérieur de votre data warehouse. Athena. Donc, Athena, vous avez fait ça avec Glue, vous avez un catalogue, super. Vous voulez le requêter en SQL, comme avec Presto, en fait.
vous avez Athena, vous faites une requête SQL, vous faites un select étoile from mon fichier JSON ou from colonne 1, 2 et 3, et il va vous sortir la colonne 1 et 2 et 3. Donc là, on a commencé à apporter une couche simple du SQL sur des fichiers JSON ou CSV que personne ne connaissait. Vous avez un nouveau fichier qui arrive, vous voulez commencer à l'explorer, en 2 minutes, vous avez fait votre catalogue, vous faites tourner votre requête donc en serverless. L'effet waouh, donc c'est vous pouvez crawler plusieurs gigaoctets de données pour quelques centimes en une minute tout compris. Donc voilà, quelques gigas pour quelques centimes. Votre catalogue et la requête, c'est fait en 2 secondes. Vous n'avez plus de freinage pour n'importe qui, que ce soit data engineer ou les autres. Attention au prix qui peut s'envoler, c'est 5 $ le tera scanné. Et ça peut scanner assez vite, c'est pour ça qu'il faut transformer vos data en parquet ou en orc, ou même tous les fichiers columnaires, tous les types de fichiers columnaires pour essayer de limiter ce que vous allez scanner. Des lambda pour créer les partitions, la création des partitions, c'est pas automatique, c'est pas reconnu. Donc, faut le faire vous-même. Et utiliser les CTAS. Les CTAS, c'est quoi? C'est les Create Table as Select. En gros, c'est-à-dire que vous allez avoir un fichier JSON ou CSV et il n'y a que quelques colonnes qui vous intéressent. Et encore, c'est quelques colonnes sur un certain type de user. Et vous voulez agréger ces colonnes, faire votre propre fichier. Donc, vous allez lui dire, crée-moi cette table as select de les colonnes que je veux avec les transformations que je veux. Et boum, ça vous crée la table. Vous pouvez même lui dire crée-la moi en parquet. Et donc, en 2 minutes, vous avez exploré votre fichier et vous avez créé une autre table qui sera disponible pour plein d'utilisations régulières après. Une fois que vous avez fait votre dataset, il est réutilisable à volonté. En plus, vous l'avez peut-être réduit, donc ça coûtera beaucoup moins cher. Donc voilà. Là, tout ce qui est dans votre data lake est accessible en 2 minutes pour quelques centimes. Ensuite, vous arrivez avec Spectrum. Spectrum, c'est un peu le Athena dans le data warehouse. Donc, Amazon ne veut pas que je dise ça, mais c'est à peu près, ça remplit la même fonctionnalité, même si ce n'est pas les mêmes outils derrière, en fait. Là, Spectrum, vous faites une requête SQL dans Redshift. Redshift, vous faites déjà des requêtes SQL sur votre data warehouse, et vous pouvez aller taper dans vos fichiers plats qui ont été catalogués avec Glue. Donc, vous avez tout ce que vous avez dans votre data lake qui est maintenant dans le data warehouse et vous pouvez le croiser avec toutes les données de toutes les smart data, les KPI, toute la BI que vous avez dans votre entreprise. Donc voilà, mind the gap between the data lake and the user. Maintenant, vos utilisateurs, ils ont accès à toute votre data. Ils n'ont plus besoin de passer par un data engineer qui va faire plein de choses, enfin, à qui ça va prendre pas mal de temps pour faire tout ça. Donc avantage, on a l'avantage de Redshift avec les data du data warehouse, on a les avantages de Athena où on a de l'exploration rapide pour pas cher. L'inconvénient, c'est que, donc vous avez toujours le prix qui peut s'envoler, il y a les distributions à refaire. Vous êtes dans votre data lake, donc vous avez des fichiers qui font quelques terras parce que vous ne les avez pas forcément mis dans votre data warehouse parce qu'ils étaient trop gros. Et là, vous dites, tiens, récupère-moi tout dans le data warehouse. Attention, il n'est pas fait pour ça, il va se prendre quelques téraoctets de data dans la face. Déjà, ça peut piquer un peu, donc il faut peut-être réduire un peu le nombre de data. Et en plus, il faut refaire des distributions. Vu que vous êtes sur une table external, même si vous ne récupérez pas les data, parce que si vous faites un select étoile from ma table extérieure, vous n'avez pas fait vos distribution keys, et donc quand il va rejoindre, il va redistribuer toutes les datas dans tout le data warehouse. Donc déjà, vous aviez 2 Tera à l'extérieur, et en plus, vous allez multiplier ça par le nombre de nodes, ça va piquer comme d'habitude. Voilà, donc le même prix que Athena, quelques gigas pour quelques centimes. Voilà, donc au final, on a le flux BI habituel. Donc Kafka, c'est pas dans notre équipe, mais on a pas mal de data qui arrive avec des fichiers plats, un ETL avec data pipeline, Redshift, le data warehouse, la couche de reporting. Sauf qu'à ça, on va rajouter Glue et Athena pour faciliter l'exploration rapide et donc pour répondre à 35 développeurs, bon maintenant plus, des dizaines de projets, même data scientists, des KPI business, du monitoring, un data lake de 700 Tera. Et voilà, c'est très simple d'utilisation et ça va très vite. C'est accessible pour tous. Centralisation des données. Donc, une fois que vous avez beaucoup de données, il faut que vos 2000 tables elles soient plutôt lisibles pour les gens. En fait, ils n'en veulent pas 2000, ils en veulent 10.
Et donc, il faut simplifier ça, il faut vraiment centraliser ça. Pour ça, en fait, il leur faut des tables qui sont orientées autour de métiers. Donc ça, c'est pas une nouveauté pour ceux qui font de la BI. Autour de schémas en étoile. Donc pourquoi étoile? Parce qu'il y a vous avez une table au milieu qui va être une table de fait avec les KPI. Donc c'est ce que vous voulez identifier, par exemple le revenu par utilisateur, le nombre d'achats. Et ensuite, vous avez des axes à votre étoile. Enfin, des axes de votre étoile. Donc ça va être les dimensions. Les dimensions, elles vont vous servir à filtrer, c'est-à-dire si vous voulez sur une année, sur un jour, sur une semaine, vous pouvez filtrer les sommes, les KPI que vous voulez. Donc quelques petits chiffres pour illustrer notre schéma en étoile chez Augury. Donc on a inclus dans ce schéma quelques 25 sources différentes dans ce data mart, dans ce schéma en étoile, et on doit scanner à peu près un demi-téra par jour pour pouvoir l'alimenter, sachant que ce chiffre va monter très rapidement les mois prochains. Donc on a 240 millions de lignes donc déjà préagrégées qui vont être insérées dans ce schéma en étoile, et avec 7 dimensions et des centaines de métriques. Et voilà, on a une table qui est assez conséquente, donc la table de fait, qui est le cœur du schéma en étoile, qui va constituer bientôt 30 milliards de lignes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la requête moyenne sur ce schéma, c'est 1 minute. Donc vous pouvez scanner des milliards et des milliards de lignes et faire des jointures avec des tables de dimensions, et ça va quand même aller très vite si vous avez un cluster adapté. Donc, on voit souvent les schémas donc, en étoile, des tableaux LAP, enfin, des schémas pour un circuit OLAP sur des serveurs non distribués. On a pu le voir très souvent, on va dire, il y a 5 ans de ça, et peut-être encore actuellement, où on a tout au même endroit, c'est-à-dire les tables de dimension et la table de fait au même endroit. Et si votre data est critique, vous répliquez toute la data sur un autre serveur. Alors maintenant, à l'heure du big data, c'est quasiment plus possible, puisque vous ne pouvez pas avoir un seul serveur qui peut traiter autant de data. Donc il faut pouvoir distribuer cette donnée, et donc cette donnée, on la distribue dans Redshift. Donc il faut savoir, avant de la distribuer, que 99% de la donnée, elle est inclue dans les tables de fait de vos schémas en étoile ou en constellation, et donc c'est cette table-là que vous voulez distribuer. Alors, comment la distribuer? Alors, il faut que ça soit le plus uniforme possible pour permettre à tous vos nœuds dans votre cluster de travailler, on va dire, de manière équivalente. Et si vous avez la possibilité de pouvoir la distribuer par une clé de jointure qui permet d'uniformiser ces data. Alors pour nous, c'est simple, on a un utilisateur, et un utilisateur va remonter à peu près autant de data que autant d'autres utilisateurs. Donc au final, si on distribue par utilisateur, eh ben, on va pouvoir distribuer uniformément notre data. Et en plus, l'utilisateur est une clé de jointure qui est peut-être une des clés de jointure les plus utilisées. Donc ça tombe très bien pour nous. Mais ça ne sera pas forcément le cas chez vous si vous avez un data warehouse. Et donc vous serez peut-être contraint de devoir faire du round robin sur chaque nœud pour distribuer votre data. Ensuite, il faut savoir que les tables de dimension ont une taille très minime par rapport aux tables de fait, et qu'une table de dimension toute seule, ça ne sert à rien, ça sert juste à être joint à une table de fait. Et donc, tout ce que vous voulez faire, en fait, c'est maximiser la performance de jointure entre votre table de fait et vos tables de dimension. Et donc, le meilleur moyen de faire ça, c'est de distribuer, et pas de distribuer, en fait, de répliquer chaque table de dimension sur chaque nœud, puisqu'elles ont une taille minime. Et donc, ça revient à faire en broadcast pour ceux qui font du Spark. Et du coup, comme vous aurez répliqué cette table de dimension sur chaque nœud, vous allez éviter un shuffle au moment de la jointure. Et vous aurez un hash join et un merge join sans shuffle à chaque fois. Et donc vous allez avoir des performances extrêmement rapides quand vous allez quand vous allez joindre vos tables de fait avec vos tables de dimension. Et donc voilà, l'effet waouh, c'est qu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure, des tables de 66 milliards de lignes qui sont jointes avec des tables de 2 milliards de lignes qui vont extrêmement vite, sachant qu'en général, on n'arrive jamais à 2 milliards de lignes dans une table de dimension. Hein. C'est très rare. Donc les avantages et les inconvénients d'un schéma comme ça, les agrégations sont extrêmement performantes, surtout sur des clusters avec un format orienté colonne, comme Redshift, où toutes les tables sont orientées colonne. Donc vous allez avoir des agrégations extrêmement performantes avec des jointures sur les dimensions que vous voulez pour pouvoir agréger comme vous le souhaitez. La scalabilité est, on va dire, pseudo-linéaire, dans le sens où si vous voulez... vu qu'on distribue la table la plus grosse de votre schéma, si vous voulez rajouter plus 50% de data, il faut rajouter plus 50% d'infrastructure, grosso modo. Et la data est centralisée en un schéma de
peut-être une dizaine, quinzaine, peut-être vingtaine de tables, tout dépend le nombre de données que vous voulez représenter et la variabilité de ces données. Mais tout est centralisé en un point, et en général, les business analysts, surtout, vont pouvoir facilement s'y retrouver, parce que c'est ça qu'ils ont l'habitude de voir un peu partout, même quand ce n'était pas du big data. Et les requêtes sont relativement simples, puisque ça va toujours être une jointure de la table de faits vers la table de dimension, et ça va rarement être autre chose que ça. Ensuite, l'évolution, quels sont en fait, les inconvénients des schémas comme ça? C'est l'évolution du schéma. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter une dimension à ce schéma-là, vu que tout est préagrégé, il va falloir tout recalculer, et toute la data historique. Et donc ça, c'est le gros problème qu'il peut y avoir avec ce type de schéma. Et donc le choix est extrêmement structurant au début, c'est-à-dire que quand vous choisissez vos dimensions, il faudra dire que ces dimensions, elles vont rester comme ça pendant un bon moment, parce que vous n'allez pas pouvoir tout recalculer des terras et des terras de données pour ajouter une dimension. En plus de ça, alors nous, comme on l'avait dit, le schéma en étoile, il est alimenté par 25 sources différentes. Chacune de ces 25 sources a un mini-UTL pour lui-même pour pouvoir traiter cette data, et après l'agréger pour en faire une grosse table dénormalisée qui va être ensuite intégrée dans un schéma en étoile dans notre Redshift. Et chacun de ces cycles, donc chacun de ces ETL va retomber sur toujours le même cycle de développement qui va être la recherche et la compréhension des sources de data, donc tout ce qu'on va intégrer dans notre data lake, on va dire en théorie, il faudrait que toutes les données soient comprises et qu'on ait extrêmement bien compris la compréhension de la donnée. Ensuite, chacune de ces data doit être cleanée, transformée, compressée, intégrée dans Redshift, etc. Et tout ça, ça va être des jobs en Python, en Scala, en Spark pour pouvoir traiter la data. Enfin, vous allez toujours avoir une étape de testing, valider avec le business que cette data a du sens, que aussi quand vous prenez vos sources de données, que vous les comparez avec la data que vous avez au final, si vous êtes des agrégations simples, vous avez bien exactement les mêmes chiffres ou quelque chose qui est attendu. Donc vous allez toujours avoir ces étapes de testing. Ensuite, vous allez avoir, une fois que vous êtes sûr que la data est valide, il va falloir la déployer et donc faire tout ce qui est test, déployer tout ce qui va être intégration continue avec soit Travis, soit Jenkins, ou votre outil que vous avez dans votre entreprise, et faire les scripts d'intégration, vérifier que ça marche en dev, en staging, en prod. Et ensuite, vous allez avoir la communication et la documentation de tout ce que vous avez fait. Et donc à la fin, vous vous retrouvez avec un cycle de développement qui est extrêmement long, un travail qui peut être répétitif si vous avez 50 sources de data et que vous devez à chaque fois faire ça. Et en plus, si vous travaillez dans un contexte multi-équipe, vous allez vous retrouver avec souvent plein de personnes qui font la même chose, des tests qui sont faits différemment, donc des données qui sont différentes, et à la fin, des incohérences dans la data, puisque tout le monde va revenir avec ses chiffres, et on n'aura pas les mêmes chiffres, et donc le business va perdre confiance entre notre data. Et donc ça, c'est un cas un peu classique qu'on peut voir dans certaines entreprises. Et donc, d'où l'automatisation et l'uniformisation des ETL, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir regrouper la compréhension et comment on crée les ETL dans une entreprise pour pouvoir éviter les problèmes que je viens de signaler. Et donc aussi pour pouvoir éviter que les ETL prennent trop de temps, que quand quelqu'un demande une data, il ne faut pas 1 mois ou 2 mois pour pouvoir remonter cette data-là. Donc, toute cette étape d'automatisation des ETL, elle est, on va dire, en cours dans notre entreprise. Tout ce qui va être présenté ici n'a pas été implémenté chez nous à l'heure actuelle. C'est en cours d'implémentation. Donc, la première étape, en fait, et la première idée qu'on a eue pour pouvoir créer cette uniformisation des ETL, en fait, c'est de créer une base de données qui va contenir tout ce que vous avez besoin pour pouvoir créer cette ETL. Et on va voir qu'en fait, pour les premières phases des ETL et les ETL relativement simples dont vous allez avoir besoin de faire au quotidien, sans parler du feature engineering très complexe que peuvent avoir besoin les data scientists, mais ça va toujours être cleaner un champ, l'agréger par quelque chose, ou cleaner un champ et faire une window function par-dessus. Et ce type de choses, en fait, on peut regrouper toute l'intelligence de ce que vous avez besoin de faire dans une base de données. Alors la première étape, en fait, ça va être d'intégrer un catalogue type Hive ou Glue et de le synchroniser avec un Metastore. Donc votre Metastore, ça va être votre base de données qui va contenir toute l'intelligence. Et pourquoi faire ça? Alors tout simplement parce que le Metastore, ça contient l'emplacement de toute votre data dans votre data lake. Ça veut dire chaque fichier, vous savez exactement où il est dans le data lake et ce qu'il va contenir.
Ensuite, votre donnée, vous pouvez la documenter via le Metastore, vous avez des options de documentation, et vous pouvez dire chaque champ et chaque source ce que ça représente, et avoir une base de données qui contient vraiment ce que représente chaque donnée, et avoir un naming précis pour chaque data, que vous n'ayez pas, par exemple, un champ qui veut dire la même chose, qui soit nommé de quatre manières différentes dans tout votre data lake, ou l'inverse, et qui peut poser des problèmes et des conflits. Et aussi parce que avoir un catalogue, ça simplifie énormément les requêtes sur Spark, sur Hive, pour tous ceux qui en ont fait. Je pense que pouvoir requêter des fichiers plats comme des requêtes SQL, c'est quand même super pratique. Ensuite, la deuxième étape qu'on va avoir souvent, c'est l'étape de cleaning. Et ça, l'étape de cleaning, c'est souvent des expressions régulières. Ça va être aussi, pour nous, donc on les exprime sous forme d'expressions SQL. Et on les templatise avec le framework Jinja que vous pouvez retrouver, c'est un framework très connu sur Python, qui permet de templatiser, comme on peut le voir avec des accolades. Et donc, grâce à des informations qu'on a à partir du catalogue, on va pouvoir templatiser des expressions et dire comment traiter cette data-là. Par exemple, on sait que cette colonne, il faut la traiter, faire cet type d'expression régulière pour vérifier qu'elle est valide. On va insérer ce type de ligne et d'expression régulière dans le catalogue, en face de chaque champ. Ensuite, il va falloir des référentiels de data. Par exemple, vérifier que votre data elle est valide. Une fois que vous l'avez cleané, vous voulez vérifier que vos country code, c'est bien en country code, que vos Android versions que vous remontez dans votre data lake, c'est bien des vrais Android versions. Et pareil pour vos utilisateurs, que vous stockez vraiment des utilisateurs qui sont à vous et pas à autre chose qui est totalement différent. Et donc, tout ça, vous allez intégrer des références vers des schémas qui sont quelque part dans votre data lake, des scripts templatisés qui contiennent l'intelligence de comment traiter cette data, le catalogue, et enfin, les transformations. Donc, les transformations, pour nous, ce sont des scripts en fait Python, PySpark, qui sont templatisés toujours pareil via Jinja, et qui sont intégrés directement dans le Metastore, donc comme des chaînes de caractères ou des chaînes, enfin du byte, directement intégrés dans notre base de données Postgre. Et tout ça est uniformisé et réuni dans un schéma clair, en fait. Et à la fin, grâce au Metastore, vous faites une petite moulinette qui est un script Python que vous exposez sous forme d'API, en fait, avec une personne qui se présente avec un fichier de config qui peut dire, par exemple, j'ai besoin de telle source dans le data lake, j'ai besoin de ces champs-là sous forme de clés, d'un champ qui peut être une propriété. Donc, propriété, ça peut être des formes de dimensions, si vous voulez, mais qui ne font pas partie de la clé. Et ensuite, on a besoin de ces mesures qui sont agrégées de telle manière. Vous exposez ça sous forme d'API. Vous faisez une petite moulinette dans l'API qui va lire ce que vous avez besoin de lire dans le Metastore. Et avec ça, vous pouvez arriver à générer un ETL PySpark que vous pouvez scheduler via des schedulers type Data Pipeline, Airflow, etc. Et donc, avec tout ça, vous avez uniformisé la chaîne de création des ETL. Donc, n'importe qui dans l'entreprise qui peut faire un fichier YAML et qui sait ce qu'il veut, peut créer son ETL par lui-même. Et donc, le parcours final, donc, comment ça s'implémente chez nous, en fait. Vous avez, pareil comme je l'avais dit, donc, le catalogue qui est synchronisé avec le Metastore, les templates qui sont dans le Metastore, les référentiels qui sont aussi référencés dans le Metastore, notre moulinette qui est une API sur lequel l'utilisateur va pouvoir faire ses posts, etc., pour pouvoir envoyer son fichier YAML ou JSON, ça va dépendre de ce que vous préférez. Et ensuite, vous allez pouvoir automatiquement scheduler cet ETL via vos outils comme Airflow et Data Pipeline qui vont ensuite insérer ces datas soit dans le Data Warehouse, soit dans Data Lake, dans S3. Et donc, avec tout ça, vous avez pu automatiser toute la chaîne de création d'ETL. Donc, pour les ETL qui sont relativement simples, il faut le dire, ce n'est pas des ETL qui vont pouvoir faire du feature engineering très précis pour des data scientists, mais ce sont des ETL que vous allez avoir besoin de faire pour pouvoir cleaner cette data avant de faire tout feature engineering. Et ce sont des ETL qui sont suffisants pour toute la partie business analyst. En plus de ça, ce sont des ETL qui peuvent être utilisés pour faire aussi simplifier la création du schéma unifié dont nous avons parlé juste avant.
Donc vous avez 25 sources de data, bah, vous allez pouvoir créer 25 ETL très simplement comme ça, et après faire l'ETL qui va réunifier tout et centraliser tout dans votre schéma en étoile. Conclusion. On a un petit peu de temps encore, donc avant de faire la conclusion, petit bonus. Les annexes. On avait fait en gros en interne une petite architecture pour pouvoir évangéliser simplement les gens dans l'entreprise sur les outils à utiliser. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, le data lake, il n'y a pas que vous qui développez des choses. Et ça commence à devenir le bordel. Chacun utilise ses propres outils pour faire ses petits travaux. Donc en gros, l'idée, c'est comment choisir ces outils. Si vous avez un petit fichier, vous prenez Data Pipeline avec une EC2. Vous utilisez Redshift en compute. Donc vous avez un Redshift avec des nodes orientés compute. Sinon, vous pouvez prendre Redshift orienté storage. Quand vous avez besoin d'accéder, de faire des ETL. Allô? Ah bah perdu. C'est fini. Pas de question. Allô? Ouais. Donc, si vous avez des ETL qui doivent manipuler du gros volume, vous pouvez utiliser EMR avec la partie Hadoop. Ensuite, vous pouvez envoyer ça soit dans Redshift, soit vous faites des fichiers Parquet pour externaliser ça. Et ensuite, si vous avez des très gros volumes, c'est quoi la différence entre grand volume et très gros volume? Ça dépend qui vous êtes. C'est-à-dire que si vous avez tous vos projets qui ont des gros volumes, vous faites scaler votre Redshift. Si vous avez un seul projet qui a un très gros volume, vous n'allez pas faire scaler Redshift juste pour ce projet. Donc vous allez laisser les datas à l'extérieur. Et donc vous allez utiliser Glue et Athena toujours pour externaliser ces fichiers. Ce Glue Athena, où on peut passer par Spectrum pour accéder aux fichiers, c'est cool aussi pour faire de l'historique. Au bout d'un moment, vos datas, elle date de plus de 4 mois dans Redshift. Si vous continuez au bout de 3 ans et que 4 mois, ça représente 5% du volume, peut-être que rien que cette table toute seule, elle va saturer Redshift. Donc en fait, il faut un mécanisme d'archivage. Et avec Spectrum, les datas sont toujours disponibles. Voilà, rapidement. Donc la conclusion, en gros, le but, c'est de répondre à tous facilement, de ne pas être un pain point pour l'entreprise et de rester unifié, de garder sous contrôle votre data lake. Encore une fois, il ne faut pas que ça devienne un data swamp, que chacun développe, enfin, il faut donner le pouvoir aux gens de développer, mais il faut en même temps les cadrer. Donc, il faut une architecture simple, avec de l'exploration qui est rapide. Il faut un schéma qui soit simple d'utilisation. Et enfin, il faut que vos ETL ils aient toujours la même tête. Et si possible, que n'importe qui, même un business analyst, il puisse construire un ETL. Donc, en gros, encore une fois, il fait son petit fichier de config en disant je veux telle source et telle colonne avec telle fonction. Et boum, il a les datas comme il veut. Et nous, on est content aussi. Voilà, donc essayez d'éviter l'over-engineering et faire du self-service data, mais pas que dans le reporting. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, on fait des meet-up data et cloud. Si vous voulez en savoir encore plus, on recrute 80 personnes cette année sur toute la data, back-end aussi. Enfin voilà, comme d'habitude. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, c'était plutôt clair. Bon, bah merci. Ah, s'il y a une question. Petite question. Ouais. Alors, je répète la question. Le calcul des dimensions est fait à quel niveau? C'est-à-dire le calcul des dimensions? C'est nous qui les fixons, les dimensions, au niveau business. Et ensuite, on a une opération de vacuum et d'analyse qui tourne régulièrement et qui va vous dire combien de lignes il y a dans ces dimensions. Et donc, comme ça, il y a une sorte d'index qui est fait. Tu veux rajouter des choses? Vous voulez savoir à peu près comment la dimension est créée ou, en fait, il faut savoir que dans les ETL, en fait, quand on reprend les données de toutes les sources, en fait, on va créer d'abord, avant de créer une table, avant de créer le schéma en étoile,
on va créer une table qui est dénormalisée, qui contient les dimensions à l'intérieur de la table, en fait, si vous voulez. Et c'est à la fin, en fait, avant de l'intégrer dans Redshift, que vous allez exploser cette table en plusieurs tables pour pouvoir faire la table de fait avec les tables de dimensions. Deuxième question. Deuxième question, là-bas. Il y a une autre question? Ouais. Si. Par sa description, ça a l'air d'être un fonctionnement qui est plutôt en batch. Je me demandais quels étaient les plans pour passer à du stream. S'il y avait ou s'il n'y avait pas, comment ça s'intégrait. Donc pour faire du real-time, c'est-à-dire Alors pour l'instant, les besoins de l'entreprise sont surtout en batch. En fait, on n'a pas besoin de faire du real-time réellement, parce que faire du real-time déjà, ça a un coût. Il faut laisser des machines 24/24 tourner souvent parce que nous, c'est des flux qui arrivent 24/24. Ensuite, effectivement, si on voulait faire le real-time, je pense qu'on pourrait imaginer ce type aussi d'architecture, je parle pour l'automatisation, en se basant toujours pour un Metastore, et chaque consumer en fait, qui serait créé à partir du Metastore. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... L'architecture real-time en fait, est fait par-dessus tout le système de data warehousing que nous avons pour stocker la donnée dans le data lake de manière quasiment brute, en fait, si vous voulez. Mais à l'heure actuelle, le processing de la donnée n'est pas fait en real-time, il est fait en batch. Alors, il y a quand même une partie real-time, mais elle n'est pas forcément dans le data lake. Et en plus, vu que Redshift est au centre du data lake, et il n'est pas forcément fait pour accueillir du real-time, voilà, c'est encore moins enfin, ça va être une difficulté pour nous. Il y a une autre team qui va se charger du targeting de pub, par exemple. Et donc là, comme l'a dit Simon, en fait, ils font tourner des ETL à froid sur les datas, ils vont stocker les datas, et des fois, ils vont accéder à ces datas en raw, en brut. Voilà, il y a des ETL pour faire la data science qui vont tourner à froid, et toute la partie stream à chaude, c'est dans une architecture lambda, et donc c'est pas chez nous. Mais après, ouais, comme vous le disiez, comme disait Arnaud, Redshift c'est pas quelque chose qui est forcément extrêmement approprié pour faire du real-time, à moins que vous le branchez avec Spectrum, parce que c'est du data warehousing et que lui envoyer des requêtes et des requêtes et des requêtes à la seconde, il ne sait pas gérer ce type de choses. C'est pas fait pour ça, on va dire. Voilà. Merci à vous.